10h, 11h30. Tendance première. François Verhegen nous a rejoint, professeur de zoologie à l'ULiège, créateur de la chaîne Science Bestiale. Je n'imaginais pas un jour dire cette phrase, mais vous allez nous emmener visiter les terriers des oryctéropes au Sénégal. Et on va parler de ces oryctéropes qui sont passionnants, vous allez voir. On se rend au Sénégal, dans le parc national du Niokolo-Koba. Alors, on va se mettre en situation. On est en période sèche, il fait 40 degrés à l'ombre, le sol craquelle sous nos pieds, la savane arbustive s'étend à perte de vue et votre gorge vous rappelle sans cesse que sans eau, ici, les choses peuvent très vite mal tourner. Et ce parc, c'est l'un des derniers refuges de la grande faune d'Afrique de l'Ouest. On y croise des hippopotames, des léopards, on y croise des gazelles, des lycaons et même les tout derniers lions de la région. C'est un écosystème donc qui est magnifique, qui est luxuriant, mais en saison des pluies. Par contre, parfaitement impitoyable en saison sèche. Et c'est justement quand la chaleur devient insoutenable que certains animaux du parc s'abritent sous terre. C'est que sous la surface du sol, on trouve des galeries où la température est plus douce et l'humidité aussi plus supportable. Et ces galeries, elles sont creusées, c'est ça, par l'oryctérope, un animal particulièrement étrange. Moi, j'ai l'habitude de dire que c'est l'un des plus étranges que la nature ait jamais inventé. En tout cas, c'est mon avis. Si vous ne le connaissez pas, c'est normal. C'est un animal qui est tellement inclassable qu'on le range tout seul dans un ordre zoologique, juste pour lui. Il n'a aucun équivalent sur Terre. Il n'a rien pour lui. Non, si, il est beau, mais disons qu'il est original. Et puisqu'on est en radio, je vais vous aider à l'imaginer. Alors, partons d'un sanglier, un petit sanglier. L'oryctérope, ça a un corps massif, allongé, ainsi qu'un pelage très clair. Et sur ce petit sanglier clair, vous collez de grandes oreilles de lièvre, mais vous lui laissez son museau de cochon. Vous ajoutez une très longue queue épaisse et au bout de chaque patte, des griffes capables de creuser dans le sol comme une pelleteuse miniature. Donc, c'est un animal, je vous invite, quand vous aurez l'occasion, à aller le voir en photo. Oui. Il vit la nuit, et donc on l'observe finalement assez rarement. Il se nourrit d'insectes et il adore les termites. Donc le soir, il sort éventré des grandes termitières qu'on retrouve dans ce parc national. Et pour se reposer entre deux festins, il creuse des terriers à entrées multiples qui constituent des réseaux souterrains, de véritables labyrinthes. Et au bout de quelques jours, il s'en va, il va en creuser ailleurs, plus près d'autres termitières. Mais il peut tout à fait aussi revenir quelques jours plus tard pour récupérer son ancien logement avant de le quitter à nouveau. Donc l'oryctérope, c'est un architecte qui laisse derrière lui ses nombreuses résidences secondaires. C'est plus un garde-manger qu'un logement. C'est un logement, mais le problème, c'est que la nourriture, il faut aller la chercher là où elle est. Et s'il était sédentaire, il ne retrouverait pas sa nourriture en suffisance au même endroit. Donc il est obligé d'avoir ainsi des résidences secondaires. Et ça fait l'affaire de tout le monde dans ces zones-là, parce qu'en période de chaleur, tout le voisinage profite donc de ces terriers qui ont été provisoirement abandonnés par l'oryctérope. Et c'est ce qu'ont découvert les chercheurs de l'équipe de Cédric Vermeulen, un collègue de l'Université de Liège. Tout a commencé un peu par hasard, parce que l'équipe se trouve pour une mission au Sénégal. Ils sont logés au Nyoko Lodge, une sorte de structure privée au cœur du parc qui accueille gratuitement les chercheurs. Et une étudiante devait disposer des caméras pièges pour réaliser un inventaire de la faune locale. Mais une fois ces pièges installés, il lui en restait 5 caméras qu'elle n'avait pas besoin. Alors l'équipe a décidé de les placer devant les terriers des oryctéropes pendant une dizaine de jours pour voir un peu ce qui se passe. Et ce qui a suivi était stupéfiant. C'est-à-dire que sur les vidéos, ils ont vu un défilé incessant d'animaux, de jour comme de nuit, qui entrent, qui sortent comme dans un hall de gare. Des squatteurs. Des squatteurs. Et ils étaient là, donc la diversité, mais aussi la fréquence et toutes ces visites ont vraiment étonné les collègues de l'équipe de Cédric Vermeulen. Et parmi les visiteurs, il y avait par exemple le phacochère. Vous savez, ce cousin africain du sanglier, celui que Disney a immortalisé sous le nom de Pumba. Eh bien lui, il est incapable de creuser un terrier et pourtant, et ceux des oryctéropes, ils sont trop petits pour l'accueillir. Alors, sur toutes les vidéos, on voit des phacochères qui sont filmés en train d'élargir l'entrée, de frotter leur derrière à l'entrée, d'essayer de rentrer en marche arrière, le derrière le premier.
Et puis alors, ils entament une sieste avec juste le museau qui pointe à l'extérieur et sont ainsi préservés en partie de la chaleur. Il y a aussi le porc-épic qui s'y réfugie. Et même si c'est pas facile pour lui d'y rentrer parce qu'il a de très longs piquants, ils sont vraiment très longs et on voit donc sur les bandes tour à tour le porc-épic qui rentre. Parfois, il fait déloger d'autres habitants parce qu'ils sont un peu ennuyés par cette présence un petit peu menaçante avec ses grands picots. Et donc voilà, on voit plein d'animaux qui se succèdent, des mangousses, des genettes, des civettes et même des ratels. Alors les ratels, c'est ces espèces de gros blaireaux qui sont toujours de mauvaise humeur et qui n'ont peur de personne. C'est vraiment des animaux qui sont assez agressifs, qui n'hésitent pas à s'attaquer à beaucoup plus gros qu'eux. On y voit des pitons aussi, des léopards. Et puis il y a des espèces animales qui ont été observées et qui commencent à inquiéter les scientifiques parce que parmi elles, il y a des chauves-souris et diverses espèces de singes, dont les petits singes vervets. Et là, une question a émergé chez les chercheurs. C'est tous ces animaux se croisent sous terre, dans des espaces confinés. Est-ce qu'ils ne s'échangeraient pas par hasard quelques-uns de leurs parasites et de leurs pathogènes ? Des tiques, des puces ou des maladies virales peut-être ? Alors, l'équipe de l'Université de Liège a prélevé des échantillons à l'entrée des terriers. Les tiques, elles se planquent dans le sable, à l'affût. Elles sont, vous savez, prêtes à s'agripper au premier animal qui passe en levant les pattes. Alors, les chercheurs, ils ont déployé des méthodes ingénieuses. Ils ont utilisé des bouillottes pour les attraper. Des bouillottes remplies d'eau chaude à 37 degrés, enveloppées dans un petit tissu douillet. Ils ont déposé ça à l'entrée des galeries et persuadés que c'est un animal qui vient s'installer dans la galerie, les tiques, elles s'agrippent ainsi aux bouillottes. Et ils ont collecté ainsi des échantillons de tiques, de sol pour essayer aussi de trouver des pathogènes. Une fois qu'ils étaient en tout cas de retour au laboratoire, ils ont pu analyser tout ça. Et les résultats, c'est qu'ils retrouvent plein de parasites dans ces terriers, notamment des formes de tréponèmes, des bactéries qui sont notamment responsables de la syphilis, qui peut être transmise à l'homme. Alors quand les chercheurs regardent à nouveau leurs vidéos, ils s'émerveillent tout de suite un petit peu moins, parce que la diversité des animaux fabuleux qu'ils voient, en fait, ils voient surtout un véritable échange de pathogènes. On voit un phacochère qui se frotte dans un terrier et qui se charge certainement de tiques. Et plus tard, c'est l'arrivée d'un babouin qui se frotte au sol et aux excréments laissés par les phacochères et tous les autres occupants. Et avant d'aller se promener, le babouin, il se promène. Et c'est là qu'est le problème, c'est qu'on comprend toute la gravité de ce qui suit quand on voit ce qui se passe à proximité de ces terriers. C'est-à-dire le cœur, c'est que quantité de ces animaux fréquentent ensuite très assidûment les humains. Dans les camps touristiques du parc, comme au lodge où les chercheurs logent, on observe des petits singes vervets qui se baladent et qui sautent sur les tables pendant le thé, qui chapardent les biscuits, s'invitent dans les douches à ciel ouvert, laissent leur déjection un petit peu partout. Il y a les phacochères dont j'ai parlé il y a un instant, comme les babouins qui viennent fouiller les poubelles. Voilà, toutes des espèces qui entrent et qui sortent dans les terriers des érictéropes et qui côtoient ensuite les pisteurs, leurs familles, leurs enfants et les touristes. Et ces touristes, après une nuit ou deux en brousse, ils reprennent la route vers Dakar. 3 jours après, ils sont à Bruxelles, à Paris, à New York. Vous les croisez à la machine à café ou lors d'une réunion de famille. On est donc là, face à une chaîne potentielle de transmission. Elle n'est pas encore avérée, cette chaîne, mais le risque est clairement identifié. Voilà donc des terriers, des oryctéropes qui deviennent des points chauds de zoonose, ou des maladies qui peuvent passer de l'animal à l'homme, le tout connecté par des animaux commensaux à des camps touristiques et eux-mêmes connectés au reste du monde. Alors on fait quoi ? Les spécialistes ils recommandent la prévention, évidemment, c'est-à-dire former les pisteurs et les rangers et les touristes à essayer de maintenir une distance avec les primates, d'essayer de l'amadouer, tous ces singes, pour essayer d'avoir son selfie en leur donnant un petit biscuit, parce que c'est comme ça qu'on va s'exposer à ces transmissions de pathogènes. Et donc, on est là avec des terriers d'oryctéropes qui sont de merveilleux refuges pour des dizaines d'espèces dans un environnement hostile, mais qui sont aussi potentiellement des creusets épidémiologiques que nous ne pouvons plus ignorer maintenant qu'on sait que ça existe. C'est plus comme creuset qu'ailleurs. Enfin, je veux dire, c'est ça qui fait la particularité de cette C'est ville. vraiment le côté hall de gare, le côté refuge où dans un espace confiné, on se côtoie, on se frotte, on entre en contact directement ou indirectement parce qu'il y a des chauves-souris, parce qu'il y a des singes qui côtoient le même environnement. Les déjections sont là, les poils, les parasites, tout est là. Et c'est à proximité des humains. Mais on ne va pas exterminer ces animaux et détruire les nids, donc c'est plutôt à nous, les hommes, de faire plus attention. Bien sûr, ce n'est pas à nous de détruire la nature qui nous gêne, mais plutôt à s'adapter, oui.
Dites, c'est pas forcément une bonne nouvelle. Non, mais il faut être conscient. Je ne viens pas qu'avec des bonnes nouvelles dans Non, cette c'est vrai. chronique. Il faut être prudent. Surtout si on va au Sénégal, par exemple, dans une réserve naturelle, et être prudent à ne pas effectivement favoriser les contacts directs avec ces animaux. C'est ça, finalement, la première chose. Et respecter la distance qu'il y a entre eux et nous. Oui. François Verhegen, merci beaucoup. On rappelle le nom de ce chercheur belge. Cédric Vermeulen et toute son équipe de Jean Blou Agrobiotech à l'Université de Liège. Qu'on salue, évidemment, qui vont nous permettre de faire avancer la recherche, du coup. Merci beaucoup, François Verhegen, d'être venu dans cette émission. Et on rappelle qu'on vous retrouve aussi sur la chaîne Science Bestiale.